plus changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner de Kavi Média, qui vous parvient du lundi au vendredi, quand il est 9h, jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Merci de nous suivre à la télé, c'est sur Kavi TV, à la radio, vous nous écoutez sur la 89.5, sur notre site d'information, siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store, et également sur toutes nos plateformes, nos canaux synchronisés qui relaient en direct cette émission. Le scanner au menu de ce matin, présidentiel du 28 décembre 2025, rien ne semble freiner la détermination des autorités militaires à mener la transition à son terme. Lors d'un point de presse tenu ce jeudi, la DGE a annoncé, après la mise en place de 2 commissions essentielles à l'organisation du scrutin, le nombre de candidatures potentielles enregistrées. Selon Guinabou Touré, directrice de la DGE, 50 partis politiques ont déjà fait part de leur intention de présenter un candidat, tandis que 16 personnalités souhaitent se lancer à titre indépendant. Mais qui sont ces partis politiques et ces candidats indépendants? Les détails à suivre dans cette émission, le scanner. S'agissant du scrutin présidentiel, il ne s'agit pas d'annoncer sa candidature pour être en lice. Une condition sine qua non reste à remplir, même pour les candidats éligibles: le paiement de la caution électorale. Si son montant n'est pas encore fixé, les commissions chargées de l'organiser, elles, sont désormais connues. Lors de la dernière présidentielle, la caution s'élevait à 800 millions de francs guinéens. Va-t-elle augmenter cette fois? Et jusqu'où ira le plafonnement des dépenses de campagne? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des éléments de réponse dans un court instant. Voilà, entre autres menus à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Merci de nous retrouver. Si c'est maintenant vous nous rejoignez dans cette émission, le scanner, vous êtes sur Kavi Média. Si vous nous écoutez à la radio, vous êtes sur la 89.5 à l'AB Beta FM relaie cette émission. C'est nos partenaires de ce côté ici en plateau avec moi pour débattre de ces différents sujets. Deux têtes que vous voyez souvent dans cette émission. Fatou Kébé, la queen, bonjour, la reine de cette émission, il faut le dire. Bonjour Abdallah, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. Bonjour Mfali Guilavogui, journaliste, communicant, master en communicant public et politique, en communication publique et politique, j'y arrive enfin. Oui Abdallah, bonjour à Madame Kébé, et bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs de Kavi Média. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois encore dans cette émission Le Scanner. Bon, c'est un devoir. On parle de ce premier sujet présidentiel du 28 décembre 2025. Les autorités militaires semblent plus que jamais décidées à tenir le cap vers la fin de la transition. Je le rappelais tantôt, Fali Guilavogui, lors d'un point de presse animé ce jeudi, la DGE a annoncé la création d'abord avant même ce point de presse, a annoncé la création de 2 commissions clés et dévoilé le nombre de candidatures potentielles. Selon la directrice générale, Dame Kamara Guinabou Touré, 50 partis politiques comptent présenter un candidat, tandis que 16 personnalités souhaitent se lancer
en indépendant. Mais qui sont-ils? Qui sont ces partis et ces candidats? On va ensemble suivre les précisions de Dienabou Touré, directrice générale de la DGE, au micro de notre reporter Germaine Massari. On est à 50 partis politiques qui ont déclaré sur l'honneur être candidats à l'élection présidentielle. À date, on a le PPGR, Parti pour la prospérité et le renouveau de Guinée, qui a un mandataire qui a fait une déclaration sur l'honneur d'être candidat. On a le Rassemblement des Guinéens pour l'alternance, RGA. On a Parti politique Guinée moderne, qui est également candidat et qui déclare sur l'honneur présenter un candidat à l'élection présidentielle. On a le Parti des jeunes pour le développement de la Guinée, PJDG, qui déclare aussi sur l'honneur présenter un candidat. On a le Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG, qui déclare aussi sur l'honneur. On a Parti Alliance des Républicains pour le progrès, APR, qui déclare aussi sur l'honneur présenter un candidat à l'élection présidentielle. On a le Parti pour la réconciliation et le travail, PRT, qui déclare également sur l'honneur. On a le PSP, Parti serviteur du peuple, qui déclare être candidat sur l'honneur. On a Force des intègres pour la démocratie et la liberté fidèle, qui déclare aussi être candidat. On a l'UFNG, Union des forces nouvelles de Guinée, qui déclare sur l'honneur être candidat. On a le Bloc libéral, BL, qui déclare aussi sur l'honneur. On a le RDN, Rassemblement pour la démocratie nationale, qui déclare sur l'honneur. On a le RRD, Rassemblement pour la renaissance et le développement. On a l'AGN, on a l'avenir d'une Guinée nouvelle, qui déclare également être candidat. Le PGD, Parti des Guinéens pour la démocratisation, PGD, le RGUD, Rassemblement guinéen pour l'unité et le développement, le DLR, Debout la République, Frondeg, Front démocratique de Guinée, la Nouvelle-Guinée, la LANG, la Nouvelle-Guinée, PGDC, Parti guinéen de démocratie et de citoyenneté, Mouvement Synergie et Progrès, MSP, ULD, l'unité et la liberté pour le développement, ADC-BOC, FND, Front national pour le développement, UDIR, Union pour la défense des intérêts républicains, UFC, Union des forces du changement, on a UFC, Union des forces du changement, on a Pacte Parti de l'action citoyenne pour le travail, on a UDRG, Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, on a l'Alliance des démocrates indépendants, on a également Parti guinéen du peuple, on a l'UDDG, Union pour la défense de la démocratie en Guinée, on a Nouvelle Dynamique ND, on a PUSG, Parti de l'unité de solidarité de Guinée. On a l'Alliance pour le développement national ADN, on a le PGSD, on a le PRND, Parti du Rassemblement national pour le développement, on a l'UNG, Union pour la Nouvelle-Guinée, on a MND, Mouvement national pour le développement, on a RDIG, Rassemblement pour le développement intégré de la Guinée, on a les progressistes, LP, on a l'UFD, Union des forces démocratiques, on a Congrès africain pour la démocratie et le nouveau cadre, on a PCDIC, Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs, on a le RPR, Rassemblement pour la République. On a UPIG, Union patriotique des indépendants de Guinée. On a le PPGA, Parti du peuple de Guinée, Afrique. On a AFC, Alliance des forces pour le changement.
On a PDND, Parti de la Défense nationale pour le développement. Juste un moment, parce que c'est ce qui a fait qu'on a les deux autres qui sont arrivés avant qu'on arrive dans la salle. On a l'Avenir démocratique prospérité de Guinée, l'ADPG. On a Parti du Rassemblement pour une Guinée prospère, RGP. Voilà, ça, ce sont les 50 partis politiques qui ont déclaré sur l'honneur être candidats et qui ont tous désigné un mandataire pour appartenir aux commissions ad hoc par rapport à la réception, à la validation des parrainages, mais aussi par rapport à la commission financière qui est chargée de faire une proposition, je dis bien une proposition de caution et une proposition de plafonnement des dépenses de campagne. Sur la liste des candidatures indépendantes, nous avons reçu 16 déclarations sur l'honneur, donc qui ont aussi désigné des mandataires. Vous l'avez déjà compris, hein, nous sommes en direct et c'est aussi ça les aléas du direct 1, vous l'avez compris. On a suivi Mfali Guilavogui ensemble cette lecture de Dame Guinabou Touré. Dame Guinabou Touré qui est la directrice générale des élections DGE. 50 formations politiques avec 16 candidatures indépendantes annoncées. Je pèse les mots annoncés. Sauf que parmi cette liste exhaustive, il y a quand même des partis politiques moins connus du public guinéen. Oui, je crois que c'est un peu la particularité donc de la prochaine présidentielle. Lors d'une conférence de presse, la DGE a présenté, a fait l'état des lieux par rapport au processus électoral. Et à 3 mois de cette présidentielle, nous assistons véritablement, si vous voulez, à un changement, à un véritable bouleversement du paysage sociopolitique. Parce que 50 formations politiques et 16 candidatures indépendantes, sauf que dans, vous parcourez, il y a des grandes formations politiques. Pendant les 2 décennies qui ont animé la vie sociopolitique qui ne font pas partie. Il y a le RPG Arc-en-Ciel, l'Union des forces démocratiques de Guinée et l'UFR qui ne figurent pas. Pas que, il y a également le PADES. Voilà, le PADES avait annoncé naturellement, sa participation. On ne sait pas, puisque le processus continue. Est-ce que le PADES, sa candidature sera acceptée ou pas? On ne le sait pas trop. Mais la physionomie, la cartographie, telle qu'elle se présente aujourd'hui, il faut dire que c'est une première qu'on assiste à une telle fragmentation. Parce qu'en voyant dans la composition, c'est vrai, on va parler de multipartisme, parce qu'il y a plusieurs formations politiques. Parce qu'il y a déjà 50 formations. Voilà, on parle de 50 formations politiques. Mais dans le fond, je pense que c'est là où, quand vous fouillez, vous pensez que c'est une sorte de multipartisme de façade, dans la mesure où ce sont des formations politiques qui ne sont pas connues, du grand public. Demandez aux électeurs s'ils connaissent telle ou telle formation politique, ils vont vous dire que non. Moi je pense que c'est là également l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu pour ces nouvelles formations politiques ou ces formations politiques moins connues, c'est aujourd'hui de prouver à l'opinion nationale et internationale que ce sont des partis légalement constitués, aujourd'hui qui ont des bases un peu partout, au-delà de ce qui est posé sur papier. Aujourd'hui, est-ce que vous n'estimez pas que c'est une aubaine pour ces formations politiques de s'illustrer, puisque vous l'avez déjà rappelé, la Guinée, quand on regarde l'histoire de la Guinée, on a toujours eu le RPG Arc-en-Ciel, on a eu, dans le lot, vous oubliez des partis historiques, vous oubliez le PUP, dans le lot, vous oubliez le PDG-RDA, et pourtant, ce sont quand même des formations politiques. Historiquement, si nous devons citer des formations politiques, on ne peut pas sauter le PDG-RDA, on ne peut pas sauter le PUP, on ne peut pas sauter le RPG Arc-en-Ciel, parce que l'UFDG et l'UFDG et l'UFR sont des partis politiques créés
sous Lansana Conté. Mais le PUP, après la mort de Ahmed Sékou Touré, le PUP a été créé. C'est après le retour où on va dire, quand Cellou Dalein Diallo, Sidia Touré ont quitté le gouvernement, on peut quand même penser à créer des formations politiques. Donc aujourd'hui, si on doit parler d'historique, il y a quand même le PUP qui ne figure pas sur la liste. Il y a le PDG-RDA. Oui, là également, il y a une questionnement. Oui, c'est un peu la vie, si vous voulez, la sociologie politique de notre pays, un peu la particularité. C'est vrai qu'il y a eu des changements naturellement, parce que quand vous parlez de certaines formations politiques classiques aujourd'hui qui ne figurent pas également, mais ces formations politiques classiques sont partis avec leur leader historique. Parce que quand vous prenez le PDG-RDA, c'est vrai, le PDG-RDA existe, mais visiblement, c'est une coquille vide. Et vous prenez le PUP, Lansana Conté est parti avec le PUP. Le PUP existe aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas un peu le même poids que hier, quand Lansana Conté était encore vivant. Le RPG Arc-en-Ciel, c'est un peu la même chose. Je crois que c'est un peu la particularité des formations politiques en Afrique, pas seulement qu'en Guinée, parce que vous prenez un peu la Côte d'Ivoire, c'est un peu la même physionomie. Mais une fois encore, je pense que la prochaine présidentielle va laisser les électeurs dubitatifs, dans la mesure où moi je crains qu'il y ait un peu de taux de participation assez faible, dans la mesure où les gens n'iront pas voter quand ils ne connaissent pas votre projet de société. Les gens n'iront pas voter quand ils ne connaissent pas le leader. Mais c'est ça, il faut on a comme l'impression que ce sont des formations politiques qui ont été colmatées. Et il faut même, ça nous ramène un peu à se questionner sur l'évaluation qui a été faite par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Parce que voir des partis qui viennent par exemple de net ou qui ne sont pas représentés sur l'ensemble du pays. Alors comment est-ce que les électeurs pourront par exemple faire le choix? Donc je pense que le travail qui a été fait, c'est vrai, il y a une sorte de nouveauté, donc donner la chance à certaines nouvelles formations politiques, mais l'une des conséquences, c'est que l'électorat sera fragmenté. Ça sera fragmenté et les gens, il faut chercher quand même à les convaincre pour eux qu'ils puissent se mobiliser devant les urnes pour aller voter. Ça sera encore l'une des conséquences, si vous voulez, de ce chamboulement, de ce séisme sociopolitique que nous connaissons. Ben, évidemment, là également, je vous rejoins en partie. Mais sauf que sur un autre pan, on peut dire aussi que, je reste sur, peut-être, je rappelle encore cette position, cela peut être un enjeu pour ces formations politiques. Vous l'avez dit, ce séisme politique, ce chamboulement de la vie politique guinéenne peut être une aubaine pour ces formations politiques qui sont qualifiées de nouvelles et moins représentées sur le territoire guinéen. Aujourd'hui, est-ce que, puisque les autorités militaires ont toujours parlé de refondation, est-ce que dans le sens large, on peut dire même que dans ce scrutin présidentiel est une résolution de cette refondation prônée par les autorités de la transition? Je mets ça en griffe et je mets un gros point d'interrogation parce que la réponse, aujourd'hui, on ne peut pas la donner directement dans ce studio. Mais ce qui est clair, est-ce qu'aujourd'hui, moi, je pense à cette refondation même de la classe politique guinéenne. Parce qu'à un certain moment, on a quand même parlé de cette classe politique vieillissante. Vous-même, vous avez dénoncé ici des partis politiques où les congrès se tiennent, mais il y a des présidents de formation politique qui ont fait 17 ans, qui ont fait 16 ans, qui ont fait 20 ans à la tête de leur formation politique. Il y a aussi des questionnements de ce côté. Pourquoi il n'y a pas ce renouvellement à la tête même de ces formations politiques? Gros point d'interrogation. Ces partis politiques aussi aujourd'hui qui se retrouvent, qui peuvent être considérés comme des partis politiques de façade, peuvent être bloqués à un certain moment, puisque la caution n'est pas annoncée. On a parlé ici il y a le budget, le plafonnement de la campagne. Donc si vous-même, en tant que parti politique, vous venez, parce que moi je reste ferme, on peut dire que ce n'est qu'une annonce. Pour l'heure, c'est une annonce. En fait, là où les gens ne comprennent pas le travail qui a été fait, vous savez, il y a eu quand même une véritable campagne de communication autour de l'évaluation des formations politiques. Oui. Alors, mais on ne peut pas comprendre que des partis qui ne sont pas représentés sur l'ensemble du territoire national se retrouvent sur la liste au profit des partis qui sont connus,
qui sont représentatives à travers tout le pays. Mais si ça, déjà, je pense que c'est un problème. Si ces partis ne répondent pas aux critères imposés par le MATD lors des évaluations, oui, mais est-ce qu'on a le choix? Non, mais écoutez, quand vous dites que ces formations politiques ne répondent pas aux critères définis par le MATD, est-ce que les partis qui ne sont pas aussi représentés sur l'ensemble du territoire national répondent-elles elles aussi aux critères de représentativité? Parce que le véritable problème qui va se poser et qui va être l'une des difficultés de ces élections, d'ailleurs l'une des particularités, c'est que des partis ont été colmatés pour la circonstance. C'est vous qui le dites. Non, mais écoutez, jusqu'à preuve du contraire. Alors, vous avez des formations politiques, il y a 50 formations politiques. Parmi ces formations politiques, je pense qu'il n'y a que 2 ou 3 qui ont pris part aux élections nationales. Vous prenez le bloc libéral. Voilà, vous prenez le bloc libéral. Le bloc libéral a pris part déjà aux élections nationales, législatives, présidentielles. Vous prenez l'UFC. À travers l'Alliance, oui, l'UFC a pris part à des élections. Vous prenez UDIR. UDIR aussi a pris part à des élections. Mais à part ces formations politiques-là... Attention, il y a ADC Bok de Dr. ADC Bok qui a siégé à l'Assemblée nationale. Attention, ADC Bok, c'est vrai. Attention, mais c'était à travers une alliance. Mais quoi qu'il en soit, oui, ADC Bok. Mais il n'y a pas 10 formations politiques qui ont pris part des élections nationales. C'est quand même inacceptable qu'on nous que ces partis soient validés dans la mesure où je pense que c'est là où le MATD devait être très rigoureux. Très rigoureux. Parce que moi je pense que d'ailleurs, voyez un peu même les candidatures indépendantes, on a comme l'impression que des formations politiques qui ont été recalées, il y a eu des contournements de certains leaders pour venir se présenter. Donc tout ça, je pense que ça amène à questionner le travail qui a été fait. Est-ce que le travail fait aujourd'hui répond à toutes les attentes? La réponse est non. Et je pense que ça risque d'avoir des répercussions, même sur le taux de mobilisation à cette présidentielle. C'est vrai que c'est un processus qui est en cours. Ça va évoluer. On n'a pas encore vu les têtes d'affiche. Mais pour l'instant, je pense que les gens restent sur leur faim. On a envie d'avoir des candidats véritablement qui peuvent répondre aux attentes des Guinéens, qui ont des projets de développement, qui peuvent véritablement permettre à la Guinée de bouger. Mais cette liste telle qu'elle est présentée aujourd'hui... Est-ce qu'il ne faudrait pas donner le temps au temps? Parce que, est-ce que vous n'allez pas... J'ai dit que le processus est encore en cours. Bien. Ça continue. 50 pour l'instant sont... D'ailleurs, c'est trop. Je sais que beaucoup seront recalés. Forcément. Parce que, voilà, au niveau des cautions et le plafonnement des dépenses, ils vont faire des tri. Ils vont faire des tri parce qu'il y a encore des critères à ce niveau sur lesquels... Bien définis. La DG, voilà, donc va s'appuyer pour recaler, mais une fois encore, je crois que les Guinéens restent encore sur leur faim. Les grandes formations politiques sont absentes, mais les petites formations politiques, les partis satellites, les micro-partis, il faut le dire, les micro-partis. Non mais écoutez, il y a des formations politiques que je connais ici qui ne peuvent même pas remplir le studio là. Je vous le dis, ils n'ont pas de militants. Alors, ils vont les valider. Mais comment ces formations politiques-là vont battre campagne? Je pense que c'est donc de simples figurants. Est-ce qu'ils vont même passer cette première étape? Ce sont de simples figurants qui, aujourd'hui, viennent peut-être contempler. Mais... ça vide complètement l'enjeu de la prochaine présidentielle. Oui, Fatou Kébé, est-ce que vous partagez cette analyse de Mfali Guilavogui portant sur l'enjeu même du scrutin présidentiel aujourd'hui? Est-ce que vous n'estimez pas, je le rappelais tantôt, que cela aussi peut être une aubaine pour ces formations politiques qualifiées de petites afin de peut-être de montrer à l'opinion nationale et internationale qu'ils peuvent mobiliser? Ça pourrait être une aubaine, comme tu l'as dit, pour ces formations politiques aujourd'hui qui ne sont pas connues ou qui sont très peu connues du peuple. Et cela, je pense que cela dépendra peut-être du projet, des projets qui vont présenter au peuple. Des projets de société. Des projets, bien sûr, de développement de société. Mais ce qu'il faut dire ici, si on a 50 partis politiques qui ont déjà annoncé leur candidature à la présidentielle, moi je crois qu'on assiste à une sorte de remplissage à ce niveau-là. Parce que si on parle d'élections libres, transparentes,
et surtout crédible, il faudrait quand même qu'il y ait des têtes, qu'il y ait des formations qui ont déjà pu participer à des échéances électorales, à de grandes échéances électorales ici dans le pays. Donc ces formations aujourd'hui, même s'ils ne répondent pas, comme le dit le MATD, aux critères, comme on appelle, aux critères prescrits, mais peut-être que il y a une possibilité d'avoir un compromis. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut dialoguer pour que ces partis politiques puissent quand même participer. Il faut avoir un terrain d'entente pour que ces partis politiques puissent participer aux élections. Parce que là, l'enjeu, c'est le taux. Attends, si un parti politique ne participe pas à une élection, ça veut dire qu'on ne doit pas aller aux élections? Je ne comprends pas. On va aller aux élections. Moi, je crois qu'on va aller aux élections parce que l'important, ce qui est important ici, c'est qu'on ait vraiment une élection transparente, libre, et qu'on ait un président démocratiquement élu. C'est le plus important. Mais le processus compte. Voilà, il ne faut pas mettre cela de côté, ça compte. Et la participation de grandes formations aussi compte. Parce que l'enjeu, c'est le taux de participation, comme on appelle, des votants. Si on ne connaît pas un parti, on ne maîtrise pas, comme on appelle, ses projets de société, ses projets de développement, l'on se pose la question, pourquoi et comment même on va aller voter pour ces partis politiques. Donc là, moi, je crois qu'il y a un problème, qu'il faudrait d'abord, avant qu'on aille à cette échéance, à cette élection, il faudrait qu'il y ait peut-être un cadre de dialogue. Un cadre de dialogue. Ah, vous aussi, vous optez pour un cadre de dialogue, on va encore rester dans cette transition. Ça va nous prendre 3 mois, peut-être. Non, moi, je ne dis pas ça pour qu'on parte sur une longue durée, sur une longue période. Moi, j'ai juste envie... Pourquoi un cadre de dialogue est-il nécessaire alors? Pour permettre à ces partis, à ces grandes formations de participer. Qu'est-ce que vous appelez grandes formations politiques? C'est des formations qu'on a vues, c'est l'UFDG ici, et le RPG Arc-en-Ciel qui ont déjà pris part plusieurs fois d'ailleurs à ces élections présidentielles. Mais pourquoi mettre ces partis politiques de côté? Pourquoi? Parce que là... Selon le MATD, ces partis ne répondent pas aux critères. On reste sur ce qui est officiel. C'est pourquoi je parle ici d'un compromis. C'est possible d'avoir un terrain d'entente par rapport aux critères. Donc, si les deux partis politiques... si les deux partis, je veux dire le MATD et ces partis politiques qui ne répondent pas, si vraiment ils acceptent d'aller vers un dialogue, ils peuvent s'entendre sur un compromis. Mais alors, on sera obligé de toucher à la nouvelle constitution, parce que dans la nouvelle constitution, les critères d'éligibilité sont clairs. Donc aujourd'hui, si vous parlez de compromis et de cadre de dialogue, ça veut dire tout simplement dire qu'il y a des dispositions de la nouvelle constitution que nous devons forcément toucher. Et ça, si on parle de résidence ici, et si c'est... Attention, dans ce cas, ça devient compliqué. Si vous ouvrez la brèche de ce côté, on a le président de l'UFR qui est hors du pays, il dit entre griffes qu'il est en exil. On a le président de l'UFDG qui est hors du pays, qui dit également entre griffes. On a certains présidents de formation politique qui copissent en prison. Je parle non, pas du RPG, même de Aliou Ba. Oui, le modèle. Du modèle qui est déjà en prison. Donc, entre autres, il y a quand même des questions qui sont directement reliées à la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution aujourd'hui adoptée par le peuple de Guinée. Est-ce qu'à cause d'une, 2 ou 3, 4, 5, 6 leaders, voici la vraie problématique, on est prêt à sacrifier ou on est prêt à mettre à l'eau tout ce que le peuple a fait ou peut-être la voix du peuple pour aller sur des compromis? Voilà la question que moi j'ai envie de vous poser. Oui, je crois que la question que vous posez aujourd'hui a tout son intérêt dans la mesure où nous sommes dans un processus de transition. Parce que le souhait aujourd'hui est qu'après cette transition, qu'il n'y ait plus de transition en République de Guinée. Parce que imaginez-vous, de 58 jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs transitions. Il y a toujours eu des annonces, notamment de refondation, tout de mise en place des institutions. Mais par après, je pense que ce sont les hommes véritablement qui ne suivent pas, si vous voulez. On ne va pas dire qu'on n'a jamais eu une bonne constitution, mais ce sont les hommes qui viennent. Parce que quand vous venez, la constitution qui est là, vous voulez par exemple toucher pour pouvoir continuer à diriger, là il y a un problème. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y avait quand même un intérêt à ce que tous les Guinéens
prennent part à ces élections, même si on doit appliquer la loi, on doit appliquer la loi, oui. Je suis pour l'application de la loi, que toutes les formations politiques répondent, si vous voulez, aux critères. Parce que l'élection qui arrive, s'il y a par exemple telle ou telle formation politique qui ne prennent pas part, je pense que même du point de vue communication, il y a 2 narratifs aujourd'hui qui viennent de Conakry et qui peuvent avoir des répercussions du point de vue crédibilité même de la prochaine présidentielle. Il y a la légitimation donc de la présidentielle et la délégitimation de cette même présidentielle. Parce que vous avez la DGE qui continue à dérouler le processus. Il y a déjà 50 formations politiques qui ont déclaré leur intention. Il y a 16 candidatures. Alors, ça va continuer ou pas, on ne le sait pas. Mais les grandes formations politiques ne font pas partie. Alors, c'est vrai, quand on voit... les autorités peuvent utiliser cet argument comme quoi nous sommes en train de mettre en œuvre, si vous voulez, notre programme pour un retour à l'ordre constitutionnel. Demandant naturellement, en tendant la main à la communauté internationale qui pourrait peut-être les accompagner. Mais une fois encore, ça c'est peut-être le premier narratif, ça c'est le premier narratif qui vient de Conakry. Mais est-ce que ce narratif-là est accepté par toute la communauté internationale? Parce que vous avez aussi des partis les plus représentatifs. Vous prenez le RPG Arc-en-Ciel, vous prenez l'UFDG, vous prenez l'UFR. Vous avez vu M. Seydou Diallo, qui est quand même en tournée à l'international, qui essaye, qui va dans les chancelleries, en tout cas qui aussi essaye de présenter la transition telle qu'elle marche. Alors, donc, il y a 2 arguments pour une même transition, c'est-à-dire la légitimation et la délégitimation. On va organiser ces élections. Je pense que ça risque de poser un véritable problème de légitimité même. Dans la mesure où il y a, par exemple, certaines institutions qui pourront, par exemple, rejeter, si vous voulez, la légitimité même, la crédibilité même de ces élections, parce que tel ou tel n'ont pas pris part. Et on sait que ça, c'est l'opposition politique. Fali, là n'est pas la question. Moi, attendez. Moi, j'aimerais juste savoir, aujourd'hui, vous avez parlé de cadre du dialogue, j'ai entendu quelque chose, Kébé dire cela, vous avez parlé vous aussi de participation des grandes formations politiques. J'ai envie de savoir, puisque la nouvelle constitution est adoptée et promulguée, adopté par le peuple, je dis bien par le peuple, parce que c'est ce qui nous a été dit, soumis à un référendum. Le peuple a dit oui, nous sommes d'accord avec cette nouvelle constitution. Dans certaines dispositions de cette nouvelle constitution, il y a quand même des acteurs politiques qui ne peuvent en aucun cas participer à ces élections. Je vous prends le cas spécifique. Je prends par le cas spécifique de Sidya Touré, où le parti n'a aucun problème. Sidya Touré, parce que là, attention. Le parti de Sidya n'a aucun problème. Le parti d'Alpha Condé a des problèmes. C'est la personne de Sidya Touré qui a un problème. Vous voyez, les problèmes sont différents de part et d'autre. Sidya, le parti n'a pas de problème. Le président ou le leader a déjà dépassé l'âge requis dans le projet, dans la nouvelle constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en ouvrant un cadre de dialogue, cela ne va pas mettre en péril ou cela ne menace pas l'adoption et la promulgation de cette nouvelle constitution? Non, je pense voilà ma question. Parce que dans la nouvelle constitution, il y a des dispositions. On ne peut en aucun cas violer l'article 45. Nous sommes d'accord. Voilà, il y a cependant, si vous voulez, des alternatives. C'est entre autres les préalables ou les problèmes qui ont été soulevés par certains acteurs politiques qui sont en exil aujourd'hui. Quand ils vous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité, alors, quand ils vous disent qu'ils voient un acharnement judiciaire par rapport à tel ou tel dossier, je pense qu'il est de la responsabilité, si nous voulons qu'il y ait une inclusivité, du pouvoir quand même de prendre des engagements vis-à-vis des problèmes qui ont été soulevés, en permettant notamment à ces acteurs de rentrer et de prendre part à la prochaine présidentielle. Quand, par exemple, on ne demande pas de ne pas de laisser tel ou tel dossier, vous prenez le cas Air Guinée, on ne demande pas à la CRIEF ou à la justice d'abandonner le dossier. Mais une fois encore, si la personne donc, qui est par exemple poursuivie ou qui est citée, dit qu'il y voit un acharnement, alors est-ce que cela ne va pas, ils ne vont pas utiliser
cela pour l'empêcher, pour l'exclure de la présidentielle. Donc il faudrait quand même qu'il y ait, si vous voulez, une sorte de transparence. Donc que les candidats qui prennent part à la prochaine présidentielle soient rassurés qu'il y a quand même une crédibilité. Mais jusqu'à là où nous parlons là, il n'y a pas l'UFDG. Donc oui, pour l'instant, il n'y a pas l'UFDG. Et le cas de l'UFDG, je pense que l'UFDG est sanctionné par le MATD. Par le MATD. Vous prenez... L'UFDG a encore une procédure judiciaire. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, il y a une procédure qui est en cours. En cours. Mais la loi aussi ne dit pas que quand une formation politique a une procédure, elle ne peut pas prendre part. Il y a quand même des alternatives. Si l'UFDG aujourd'hui n'était pas, par exemple, sanctionné, alors elle pouvait trouver peut-être des voies et moyens pour prendre part, si elle veut, parce que je ne parle pas au nom d'une formation politique, j'ai fait ma grille de lecture. Au niveau du RPG Arc-en-Ciel, c'est un peu la même lecture que j'ai fait. Et ce qu'on reproche d'ailleurs à ces formations politiques-là, c'est le fait d'avoir attendu. À la dernière minute pour ne pas trouver, si vous voulez, de plan B. Et vous savez, il y a très longtemps, on a demandé à l'UFDG, on a demandé au RPG Arc-en-Ciel et notamment à l'UFR de trouver un plan B. Mais rien n'est tard, nous sommes en politique. Je pense qu'ils ont encore la possibilité de prendre part. D'oublier les hommes et de penser à la voilà, de prendre part, si vous voulez, aux prochaines présidentielles. Lorsque ces formations politiques, par exemple, trouvent d'autres cadres. À l'UFDG, je pense qu'il y a plusieurs cadres. À part M. Soldat Diallo, il y a des cadres aujourd'hui qui peuvent porter vaillamment le projet de société de cette formation politique. Au RPG Arc-en-Ciel, c'est la même chose. À l'UFR, c'est la même chose. Et d'ailleurs, même après, à partir de la liste qui a été présentée, je pense qu'il y a des formations parce que, telle que la classe politique est fragmentée, certaines formations politiques seront obligées d'aller par alliance. Voilà, il y a des alliances qui vont voir le jour. Donc, si le bloc libéral a, par exemple, veut avoir une alliance avec le RPG Arc-en-Ciel, avec l'UFR, avec l'Union des Fonds démocratiques de Guinée. Non, je donne des exemples. Merci. Voilà, donc je donne des exemples. Et ce sont des trucs qui peuvent, par exemple, aider, si vous voulez, des formations politiques qui n'ont pas de base, si vous voulez, à avoir de l'électorat. Donc un plan B. Ça, c'est lorsque, par exemple, les autres formations politiques ne prennent pas part. Ou ils peuvent, par exemple, leur demander de travailler dans le sens de mettre en place un accord demandant aux militants de ces formations politiques-là de voter tel ou de voter tel. Tout ça, je pense que c'est faisable. Mais la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui, elle est véritablement recomposée, voilà, fragmentée. Et on assiste à une véritable transformation de la vie politique. Et c'est qui reste sans conséquence parce que au niveau des bastions, où il y a, par exemple, les électeurs peuvent se rétracter. Ils peuvent se rétracter. Même la liste va être présentée. Alors, les gens, ils auront, par exemple, de la peine à faire le choix entre tel ou tel. Parce que celui qui n'a jamais pris part, et qui vient pour l'instant, parce qu'il y a des gens qui ont été cités, même moi, je me présente devant eux. Dès le premier tour, je les bats. Valérie, c'est toi qui le dis. Hein? Non, c'est ta raison, toi. Je respecte ton opinion. Oui, Fatou. Oui, Abdallah, on ne peut pas violer les articles de la Constitution. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Si l'article a dit ou a inscrit des critères de participation, moi je crois qu'il faudrait que les formations s'alignent derrière cela. Mais de l'autre côté, je crois que c'est l'intérêt de la nation qui compte, l'intérêt du peuple qui compte. On parle ici quand même de la présidentielle. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et l'enjeu majeur ici, c'est également, c'est surtout la participation, surtout le taux de participation du peuple à cette échéance. Donc, il faut tenir compte de cela. Il faudrait... C'est pourquoi je n'indexe pas seulement le gouvernement. Ou les autorités. Je me dirige aussi vers ces partis politiques. Pourquoi ne pas essayer de s'aligner derrière les critères? Ou pourquoi ne pas peut-être trouver, on a parlé d'alternative, une autre alternative pour que finalement ils puissent quand même participer à l'élection, pour qu'on ait une élection
transparente, surtout crédible aux yeux, comme on appelle des observateurs nationaux et internationaux. Donc, ce qui est très important. Pas que des partis politiques, on a suivi également Dame Guéna Boutouri, qui est parti et qui a aussi cité, qui a parlé de 16 candidatures indépendantes aujourd'hui annoncées. Sur les 16, on va quand même essayer de dérouler la liste exhaustive de ces 16. On a parlé de M. Soiba Bangoura, Dr Ben Youssouf Keïta, Robert Théa, Dr Sidibé Mandiou Moro, Aboubakar Aïssata Diallo, Ibrahima Souri Touré, Kernou Suleiman Baldé, Mamadou Ali Oukiam, Abdoulaye Diallo, Amadou Kernou Diallo, Boun Oumar Sow, Étienne Soropogui, Alpha Condé 2, Seydou Mbaye, Mamadou Djambari et Moussa Baldé. Alpha Condé 2. Voilà. Voilà tout le débat. Vous voyez, ça attire votre attention. Okay. Sauf que ce Alpha Condé n'est pas Alpha Condé que nous connaissons. Là, la précision, elle est très importante. Peut-être tout à l'heure, avec la réalisation, on va vous montrer, qui est ce Alpha Condé 2. Parce que j'ai quand même vu, même moi, à écouter Dame Dienabo Touré, j'étais en train de dire, mais attention, c'est lequel des Alpha on parle là. Donc, peut-être qu'avec la régie, tout à l'heure, avec Salima va aller avec cette image que nous avons transmise à la régie, pour voir qui est ce Alpha Condé 2, qui est différent de l'ex-président de la République, le monsieur Alpha Condé, aujourd'hui. Mais parmi la liste, il y a quand même des figures très très connues. On a Dr Ben Youssouf Keïta, qui est président de l'ACP qui a quand même eu des difficultés avec le MATD. On a quand même vu Étienne Soropogui, qui était un ancien allié à l'ANAD ou allié à l'ANAD, ancien ou allié à l'ANAD, en tout cas il était avec l'ANAD. Étienne Soropogui avec nos valeurs communes, nos valeurs communes, si je ne me trompe. On a Seydou Mbaye, qui avait la Guinée au Guinéen, qui avait aussi un parti politique, qui était même dans la même alliance que Dr ADC Boko, Ibrahima Souri Diallo. Et également, on a Sidibé Mandiou Moro, Dr Sidibé, qui était il avait une formation politique, et aussi même il a participé aux dernières échéances électorales sur Alpha Condé, si vous vous rappelez, c'était en 2020. En 2020, on l'a même reçu sur des plateaux ensemble. Donc, sur cette liste, quand même, il y a quand même aussi également des figures qui sont connues. J'en ai cité combien? 4, 5 que moi je connais personnellement. Avec la régie, je vais vous montrer qui est sur Alpha Condé 2. Est-ce que tout est bon avec la régie? Parce que tout à l'heure, on a mis l'image de ce Alpha Condé. J'ai parlé d'Alpha Condé, vous étiez étonnés. Donc, on a mis dans le groupe tout à l'heure. Donc, peut-être que la réalisation va s'y prêter. Oui, je crois que c'est aussi l'une des particularités de cette présidentielle. Parce que, vous savez, c'est vrai que c'était quand même les formations politiques les plus représentatives qui animaient jusqu'ici la vie sociopolitique. Mais cependant, il fallait donner la chance donc à certains Guinéens, pas que des formations politiques, parce que vous avez quand même des cadres intègres, donc qui n'appartiennent pas à une formation politique, mais qui sont crédibles. D'où la raison de cette constitution. Aux yeux du peuple de Guinée, aux yeux du peuple de Guinée, aux yeux de la communauté internationale, qui ont un carnet d'adresses bien fourni, qui peuvent aider la Guinée à se développer, à prendre part à ces élections. Donc, contrairement à ce qu'on a un peu connu, parce que la vie sociopolitique était un peu caporalisée par les trois ou quatre grandes formations politiques. Et ça, c'est dû un peu à la vie, à la sociologie politique de notre pays. Quoi qu'on dise, notre sociologie politique n'a pas évolué. De 1993 jusqu'à maintenant, c'est vrai que quand nous le disons, ça va faire mal, mais c'est une sociologie politique qui stagne. Donc les gens préfèrent voter pour tel candidat, parce qu'ils parlent la même langue avec la personne, parce qu'ils viennent de la même région avec la personne, parce qu'il y a telle ou telle relation avec la personne, que de voter pour le projet de société. Et ça, ce n'est pas commun seulement à la Guinée. Ça existe un peu partout. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal, c'est un peu, si vous voulez, le même sentiment. Et même dans certaines grandes démocraties, parce qu'en France, quand les élections arrivent, on demande aux députés, aux ministres d'aller dans leur ville d'origine, d'aller dans leur région pour aller battre campagne. Parce qu'on estime que c'est là où ils sont connus. Et ce sont, si vous voulez, ces circonscriptions qu'ils défendent à l'Assemblée nationale. Donc ça, ce n'est pas seulement... ça n'appartient pas un peu seulement à la Guinée. Mais ce que je voulais dire,
c'est vrai d'encourager la candidature indépendante, mais une fois encore, la liste qui a été présentée, quand nous l'analysons, on a comme l'impression que ce sont des candidats indépendants qui ont été recalés au sein des formations politiques, mais qui ont trouvé d'autres voies de contournement pour pouvoir participer donc à la présidentielle. Parce que vous prenez Dr Ben Youssouf Keïta, voilà, donc qui est issu de l'Union des forces démocratiques de Guinée, donc qui a d'ailleurs permis à cette formation politique de prendre de l'aile, notamment en Guinée forestière et dans certaines préfectures, mais finalement qui a créé sa formation politique dénommée ACP. ACP, je pense que qui n'a pas été accepté par le MATD après les évaluations. Mais il a trouvé des voies et moyens pour pouvoir se présenter. Donc c'est pourquoi je me dis, je ne suis pas contre sa candidature, mais une fois encore, la formation politique a été recalée, mais celui qui devait représenter la formation politique passe. Donc ça nous amène un peu à questionner, si vous voulez, même l'évaluation qui a été faite. Alors est-ce qu'il y avait une nécessité donc d'évaluer les formations politiques dans la mesure où il y a quand même des formations politiques qui ont trouvé des voies et moyens même de participer. ACP, non, pas en tant que formation politique. Attention. Oui, mais docteur, écoutez, le leader qui vient parle pas le parti. Le leader pourrait ne pas être le candidat d'un parti politique. Vous parlez, attention. Non, attention. Il peut être président d'un parti politique et sans être le candidat du parti politique. Attention. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Sonko est le président. Écoutez, ce sont des astuces. Docteur Ben Youssouf Keïta n'aura pas réinventé la roue. Il est aujourd'hui candidat indépendant. Il va aller avec ses militants et sympathisants de l'ACP. Ouais, pourquoi pas? Voilà. Donc c'est un peu la même chose. Mais sauf que ce n'est pas sous la bannière de l'ACP. Oui, mais moi je pense que ce soit une formation politique, que ce soit, si vous voulez, une candidature indépendante, en tout cas c'est le candidat qui passe. Et il va appeler aujourd'hui ses militants de l'ACP à venir voter, ils vont venir voter pour lui. Sauf qu'il ne va pas parler au nom de l'ACP. Il ne va pas parler au nom de l'ACP, mais il va parler en son nom, en tant que candidat indépendant. Et le projet de société de l'ACP, je suis sûr que c'est ce projet-là, c'est sur ce projet-là il va battre campagne. Moi c'est la question que j'aimerais me poser. Donc ça amène un peu à se poser la question sur... à quoi ça a servi alors d'évaluer les formations politiques? Il faut que le MATD quand même prenne la parole. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des formations politiques soient recalées, mais que les candidats passent. Donc on a comme l'impression que le MATD n'a pas été assez rigoureux. Assez rigoureux. Non, mais ça ne passe pas par le MATD. La nouvelle constitution, quand même. L'évaluation. Si l'évaluation. Qui a mené l'évaluation? C'est le MATD. Même si c'est vous. C'est le MATD qui a mené l'évaluation. Ce n'est pas un parti politique qui vient. Vous voyez, sur la liste des partis politiques, on dit quoi? On dit l'UDE, on dit l'UDIR, on dit la ADC-BOC, on dit tel, on dit tel. Sauf qu'au niveau de la candidature indépendante, on ne parle pas de la formation. On parle de la personne. Donc je pense que dans ce sens, je vous comprends. Attendez, au niveau du parti ACP, c'était qui le candidat? Non, il n'y avait pas de candidat, il y avait le président. Mais on sait tous que... Non, pour le moment, on ne peut pas inventer... Attendez. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas. C'est vrai, on est en train de... On peut de la situation sociopolitique. Merci, on ne peut pas dire qu'il était le candidat. Donc, on ne va pas trop bousculer les analyses. Oui, c'est ça. Voilà, donc... Vous comprenez mieux. Voilà, on ne peut pas franchir les lignes rouges. Mais une fois encore, moi je crois que le Guinéen reste dubitatif. Pour le moment, c'est vous qui le Guinéen reste dubitatif, en attendant non seulement par rapport à cette recomposition, mais aussi par rapport même à la crédibilité du processus, mais aussi de l'évaluation qui a été menée par le MATD. Donc, une fois encore, je crois que le pouvoir en place, le MATD qui mène ce processus-là à travers la DGE, doit rassurer davantage. Doit rassurer davantage dans la mesure où, parce que je vous parlais tout à l'heure de crédibilité, à ce niveau il y a un problème. On va laisser moi je finis rapidement parce que là nous partons à une présidentielle où déjà les discussions ont commencé. Parce que la DGE notamment est récusée. Non, on va pas entrer dans les détails là. Ça, ce sont des détails plus techniques. On va inviter les experts qui vont venir nous expliquer cela. Oui, non, mais on peut les expliquer. Rapidement.
Moi, je ne suis pas contre du tout ces candidatures indépendantes. Je pense que ça booste d'ailleurs la politique, l'aspect politique de notre pays et ça permet à d'autres, comment on appelle, à des personnes intègres, des personnes de ressources qui ne font pas forcément partie des formations politique, mais de pouvoir quand même se présenter à l'élection. Mais ce que j'ai envie de comprendre, parce que si l'on n'a pas compris quelque chose, il faut quand même se poser la question. Franchement. Ces candidats dont les formations politiques ont été recalées et qui se sont présentés, qui ont aujourd'hui ce moyen de pouvoir se présenter à l'élection, la question que j'ai envie de me poser, est-ce qu'ils viennent avec les mêmes projets? Parce que quand on vient d'une formation politique, on a déjà un projet de société. Quand on était dans cette formation, quand on vient en candidature indépendante, j'ai envie de comprendre, est-ce que le projet de société de la formation politique auquel la personne appartenait, est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est un nouveau projet qui va nous présenter? Moi, c'est juste cette question que j'ai envie de me poser. Sinon, on ne peut pas être contre quand même ces candidatures indépendantes. En tout cas, aux formations politiques, de nous trouver des réponses plus fiables. Vous savez, j'avais posé la question à Dr Dansa lors de la présentation de l'avant-projet par rapport à la candidature indépendante. Mais évidemment, je me rappelle. Voilà. Par rapport aux sources de financement. Les sources de financement. Oui, je parce qu'il faut faire beaucoup attention. Et on va donner la possibilité, c'est vrai, il faut encourager. Moi-même, peut-être. Mais il faut mettre un accent peut-être sur les sources de financement. Voilà, les sources de financement. Peut-être que moi-même, peut-être que moi-même, je suis tenté. Non, vous êtes tenté, c'est pas. Voilà, je suis tenté à la longue peut-être de prendre part à ces élections. On sent que vous êtes tenté. Oui, non, moi je le ferai. Plus capable. Vous l'avez compris, nous parlons de politique ce matin et de l'élection présidentielle de la République. Mais une fois encore, on va finir. Non, on va aller en pause. On va aller en pause parce que la radio c'est l'heure, on va aller. Je sais que vous avez très envie de continuer avec ce sujet. On en a 3. On va donc terminer avec ce sujet. Et pourquoi pas, vous l'avez compris, je le rappelais tantôt, auditeurs et téléspectateurs, nous parlons de la présidentielle du 28 décembre 2025 en République de Guinée avec 50 partis politiques et 16 candidatures indépendantes qui sont déjà annoncées. Est-ce que tous ces chiffres seront validés d'ici 40 ou 45 jours de l'échéance électorale? Attendons de voir avec la direction générale des élections. Mais en attendant, nous, on va un peu derrière. On poursuit ce débat, mais cette fois, nous parlerons de la caution et du plafonnement des dépenses de la campagne présidentielle. À tout de suite. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store.
L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Merci d'être en notre compagnie. Si c'est maintenant vous nous rejoignez dans cette émission, le scanner est sur notre média, Kavi Média, c'est l'unique média de développement en République de Guinée. Nous parlons de la présidentielle du 28 décembre 2025, vous l'avez déjà compris, avec 50 formations politiques annoncées et 16 candidatures indépendantes annoncées par la DGE, Direction Générale des Élections. Mais attention, annoncer sa candidature ne suffit pas pour participer à la course à la présidentielle. Effectivement, il faudra s'acquitter de la caution électorale, une étape obligatoire avant toute validation. Son montant n'est pas encore fixé, c'est pourquoi nous allons écouter à nouveau Dame Kamara Djenab Touré, directrice générale de la DGE, au micro de Germaine Mansaré. La caution de candidature est un élément constitutif
du dossier de candidature à l'élection présidentielle et à toutes les élections. D'ailleurs, il y a les cautions à tous les niveaux, donc pour tout type d'élection. Il fallait aussi mettre cette commission en place pour que la commission puisse travailler. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la caution, c'est calculé sur la base du bulletin de vote. Les frais liés à la confection des bulletins de vote, c'est ce qui est expliqué et calculé et estimé. Donc cette commission, sur cette base, fait une proposition équitable pour permettre à chaque candidat de payer une caution et de participer aux élections. Et ceux qui arrivent à avoir 5% ont leur caution retournée. Ceux qui n'atteignent pas 5%, les cautions vont aider le Trésor public, donc le budget national de développement, à soutenir un peu les frais d'impression des bulletins de vote. Cela n'enlève à rien si quelqu'un n'a pas désigné de mandataire. Cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas candidat. Il peut être candidat, mais seulement les décisions prises au sein de ces deux commissions ad hoc s'appliqueront à tout candidat. Dame Djenabou Touré, directrice générale de la DGE, Direction générale des élections. Vous l'avez déjà compris. Fali Guilavogui, on a suivi ces quelques explications de Dame Djenabou Touré. On parlait tout à l'heure de la caution, mais également du plafonnement des dépenses de campagne qui reste quand même l'une des étapes ou des étapes importantes pour ce scrutin présidentiel. On se rappelle, en 2020, la caution était fixée à 800 millions de francs guinéens. On a quand même eu beaucoup de réaction de la classe politique à l'époque qui fustigeait ce montant, jugeait ce montant trop élevé pour la conjoncture du pays, économique du pays. Mais au-delà, qu'en sera-t-il même du plafonnement des dépenses de campagne? Parce que là également, c'est une autre question. Soit Alpha Condé, on a eu beaucoup de problèmes de ce niveau. L'autre enjeu de cette présidentielle réside là, dans la mesure où, vous savez que nous sommes dans un contexte économique très très difficile. Alors, c'est vrai, il faut encourager les candidatures indépendantes, il faut encourager les micro-partis à prendre part à la prochaine présidentielle, mais une fois encore, je crois qu'après tout, c'est la Guinée qui organise. Il y a, si vous voulez, des équipements électoraux, notamment à payer, tout et tout, et on ne va pas aller puiser de l'argent ailleurs. Donc, ça va être notamment les fonds que les acteurs vont mobiliser, les candidats vont mobiliser. Maintenant, il faut essayer de voir un peu la situation. Parce qu'il y a deux institutions qui ont été mises sur pied. À écouter très bien la directrice des élections. Alors, il y a une institution financière qui va notamment s'occuper, si vous voulez, des cautions et du plafonnement des dépenses pendant la campagne électorale. Mais une fois encore, quand une formation politique, vous n'avez pas les 5%, on ne va pas vous retourner votre argent. C'est lorsque vous avez les 5%. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les candidats, les potentiels candidats doivent se battre, avoir une base. Parce qu'il ne suffit pas de venir se présenter, mais si vous n'avez pas de base politique, vous n'avez pas d'électorat, vous savez que vous ne pouvez pas faire une alliance avec d'autres formations politiques, avec d'autres candidats pour avoir de l'électorat, je pense que vous allez perdre. Donc c'est là où il y a l'autre enjeu. Maintenant, on se pose la question, compte tenu de cette situation, est-ce que pour récaler encore davantage, est-ce qu'ils vont peut-être demander 1 milliard plus ou moins de 800 millions parce que en 2020, ça avait crié quand même. Ça avait crié au sein de certaines formations politiques. Mais on estime qu'une formation politique est à même de mobiliser 800 millions, 1 milliard et plus, parce que ce n'est pas une personne qui prend dans sa poche. C'est là où je voulais en venir, en demandant notamment à l'État d'être beaucoup regardant sur les sources de revenus des formations politiques. Sources de financement. Ah oui, sources de financement. Oui, revenus et financement. Oui, surtout. Voilà. Parce que les formations politiques, généralement, ce sont les cotisations. Les cotisations, mais il y a aussi des bailleurs. Il y a certains qui ont leurs partenaires qui sont à l'étranger, tout et tout, qui mobilisent des fonds pour prendre part. Mais des formations politiques qui ne sont même pas connues en Guinée. Comment est-ce qu'il y a des formations politiques, c'est-à-dire que vous prenez 10 Guinéens, vous dites leur nom.
Moi, hier nuit, on a expérimenté. Il y a des gens qui vous disent, nous, on ne connaît pas telle formation politique. Donc, on a comme l'impression que ce sont des formations politiques. Les médias ont du mal. Hein? Tirer des chapeaux et présenter une présidentielle, ce n'est quand même pas une foire ou un marché où on donne la possibilité à tout un chacun de venir étaler sa marchandise. Non, je pense que c'est... D'où l'importance de la caution électorale et du plafonnement des dépenses. Voilà, mais ce que nous demandons à la DGE, c'est de proposer aussi un montant raisonnable. Voilà, il ne faut pas proposer un montant faramineux que des candidats indépendants ne seront pas même, parce que des candidats indépendants, ce sont des privés, ce sont des citoyens, peut-être qui vont mobiliser des fonds eux-mêmes. Alors, demander 1 milliard ou plus, est-ce que Paul ou Pierre seront à même de mobiliser ces fonds-là? Je pense que ça va être l'autre enjeu. Et c'est là où beaucoup seront recalés. Parce que la situation est telle qu'aujourd'hui, il y a quand même cette crise qui tape à toutes les portes, à toutes les poches. Les poches sont complètement trouées. Donc, mobiliser ces fonds-là, ça va causer assez de problèmes. Donc, tout ce que nous pouvons demander, s'il y a aujourd'hui une recomposition de la classe politique, la DGE doit donner la possibilité également à tous les Guinéens, en tout cas qui souhaitent prendre part à la présidentielle, de participer, mais en proposant notamment un montant raisonnable. 500 millions, peut-être, je pense que oui. C'est 500 millions, même vous pourrez aller à la présidentielle, attention. Voilà. Il ne faudrait pas quand même fixer un montant aussi qui est trop dérisoire. Il fallait qu'il avoue. 500 millions. Oui, 500 millions, c'est pour... Oui, mais il y a combien de candidats? Déjà 50. On peut faire le calcul ici. Non, c'est pas là le problème. Le problème est estimé déjà. Non, combien ça va donner? 50 millions, c'est quand même dérisoire. Dérisoire. De quoi je parle. Oui, mais il faut donner, parce que 50 millions. 500 millions. Oui, 500 millions, pardon. À un cadre, par exemple, qui est de la société civile, ou à un technocrate, ou à un cadre, à un citoyen simple. 500 millions, c'est de l'argent déjà. C'est pourquoi le parrainage, il est important. Il faut aller au moins. Il y a le parrainage. Minimum, il faut aller à 700 millions ou maintenir les 800 millions. Oui, mais il faut faire beaucoup attention, parce que il ne faudrait pas que les gens aillent attendre la main, notamment aux terroristes ou bien aux vendeurs de drogue pour les financer. L'État doit être beaucoup regardant. Regardant sur le blanchiment d'argent. Le blanchiment des capitaux surtout. Normalement. Voilà, il faut faire beaucoup attention sur les fonds qui sont mobilisés. Sinon, je pense que deux institutions existent déjà, qui pourraient permettre vraiment de filtrer, parce qu'il y aura encore du filtrage à ce niveau, il y aura beaucoup de filtrage, ce ne sont pas toutes les candidatures qui vont passer, donc il faut à la longue peut-être penser qu'on aura une dizaine de candidatures peut-être à la présidentielle, mais là également, quelles sont les têtes d'affiche? Parce que c'est là où il y a tout l'enjeu. Quelles sont les têtes d'affiche? Parce qu'un candidat n'est pas n'importe qui. C'est vrai qu'on parle de projet de société, mais le projet de société est le reflet du candidat. Il doit porter, il ne doit pas être un candidat à qui on peut reprocher tel ou tel. Il doit avoir, si vous voulez, irréprochable. Voilà, certaines critiques. Raison pour laquelle la DGE doit travailler dans la transparence, dans la crédibilité. Donc, en prenant en compte, si vous voulez, toutes les propositions qui ont été faites, notamment, et en publiant le code électoral, parce que tout va aller sur le code électoral. Le code électoral a été promulgué. Mais est-ce que c'est la DGE? Là, c'est le CNT. Oui, mais... Le CNT a le droit de publier. C'est le CNT qui est parti. Oui, mais on veut voir les différentes dispositions qui sont là. Il faut voir les différentes dispositions, parce que quand vous prenez par exemple sur l'organe en charge avec vous. Voilà, de piloter les élections, en charge de piloter les élections, on a la DGE qui existe, qui est en train de dérouler le processus. Il y a d'autres institutions certainement qui verront le jour. Et je crois que le président a demandé au gouvernement de commencer la mise en place des différentes institutions constitutionnelles. Voilà, donc qui sont dans la Constitution. Mais ça n'a pas encore commencé. Donc il faut le commencer maintenant là. Mais en ce qui concerne les élections, il faut déjà mettre à la disposition du public, si vous voulez, le code électoral. Parce qu'on a besoin de l'analyser. Nous sommes à moins de 90 jours quand même. Voilà, il faut porter des paires de lunettes et lire
disposition par disposition, voir les enjeux, les interpréter. Ouais, voilà, parce qu'il ne faudrait pas à la dernière minute que telle ou telle décision soit prise, ça risque peut-être de crier encore. Ça va un peu avec le processus de paix, de crédibilité et d'inclusivité donc du processus qui est en cours. Oui, Fatou Kébé, par rapport à cette question concernant la caution électorale et le plafonnement des dépenses. Moi, j'ai envie de dire à la DGE, si la chance a été donnée aux partis politiques naissants, si je peux le dire comme ça, de pouvoir participer à cette élection, il faudrait penser à ce que ces partis politiques puissent quand même être à même de payer la caution. On ne connaît pas le montant pour le moment, mais moi j'aimerais dire qu'il faudrait... Mais ça, la caution, s'ils ne payent pas, ils ne participent pas. Oui, là, il n'y a même c'est pas ça. de négociation. Je suis d'accord. Donc, c'est là où peut-être que beaucoup vont être récalés. Donc, ces partis politiques aussi qui, aujourd'hui, ont annoncé leur candidature, doivent se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Parce qu'après la caution... Ou se tenir prêt. Ou se tenir prêt, surtout. Après la caution dont on ne connaît pas pour le moment le montant, il y a aussi le plafonnement des dépenses de la campagne. C'est vrai, il y a le parrainage, mais il faudrait que le parti politique quand même soit à même de pouvoir payer cette caution. Parce que donc, je pense qu'en 2020, les dépenses, le plafonnement des dépenses était estimé à 20 milliards de francs guinéens, si je ne me trompe, si j'ai bonne mémoire. La caution était à 800 millions de francs guinéens, le plafonnement des dépenses à 20 milliards. Il y a même eu des acteurs politiques à l'époque qui ont critiqué Alpha Condé, estimant que le président Alpha Condé avait dépassé ce plafond, il est allé au-delà. C'était un débat ouvert, après on n'a jamais eu de suite. C'était énorme. Donc ça pourrait être peut-être la même chose cette fois-ci aussi. Donc il faudrait que en tout cas, moi, j'opte pour le maintien. J'opte pour le maintien. 21 milliards pour le plafonnement des dépenses, pourquoi pas. Une caution électorale autour de 800 millions. Oui, ça peut aller. Je pense que ça peut aller, malgré les... Oui. Pourquoi tu en ris? Ouais, c'est ça. Mais parce regarde, on parle là des partis politiques qui sont même très peu connus. Donc, attention, c'est eux qui vont être... Tu veux un président qui va venir s'enrichir sur le dos du Guinéen? Aujourd'hui, 50. Mais les 50 ne vont pas passer. C'est pas possible. Oui. À peine on aura 10 ou 15 dans le lot. Je vous assure. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, je peux te rejoindre. Parce que quand on parle de la caution et la dépense, et les dépenses, le plafonnement des dépenses de campagne, beaucoup vont être récalés quand même. Donc, il faut penser à la conjoncture économique du pays pour fixer ces montants. En tout cas, on ne veut pas de nouveaux riches dans notre pays, à la tête de notre pays. On veut des hommes qui sont quand même financièrement stables, qui viennent au pouvoir. Comme ça, on met fin à la gabegie, à la corruption et autres. Prenons l'exemple, par exemple, de Trump du côté des États-Unis, même si comparaison ne fait pas raison. Mais on estime qu'avant d'être président, il faudrait avoir le minimum. Le minimum requis, c'est très important. Autre sujet très important, c'est la composition également de ces deux commissions annoncées par le MATD. Dame Guina Boutour également a abordé le sujet lors de ce point de presse animé hier à Conakry. Elle a annoncé la création de ces deux commissions, une financière et l'autre de réception et de validation des parrainages. On l'écoute à nouveau avant de revenir ici en plateau pour Pour la première commission de réception et de validation des parrainages, vous savez aujourd'hui que conformément à la Constitution, les candidatures indépendantes sont permises au niveau de l'élection présidentielle, des élections législatives, les élections régionales et communales. Donc habituellement, en République de Guinée, les candidatures indépendantes étaient simplement au niveau des élections communales. Donc les candidatures indépendantes aujourd'hui sont admises à tout type d'élection en République de Guinée et nous essayons de le mettre en œuvre à travers les parrainages. Et pour que ces parrainages soient reçus et validés, la loi prévoit de mettre une commission en place. Donc pour que cette commission puisse travailler, il faut simplement noter qu'à J-70, il faut que les demandes arrivent au niveau de la DGE pour que la collecte des parrainages commence sur le territoire national conformément aux dispositions de la loi. C'est pour cette raison que nous avons bien jugé nécessaire, en restant dans les délais, de lancer cette commission.
Vous l'avez déjà compris, hein, elle parle de cette commission, on parle de la commission financière qui sera présidée par un représentant de l'ONASUR. L'ONASUR, quand même, qui est dirigé par l'homme, j'oublie son nom, hein, récemment là, celui qui a été nommé. Son nom m'échappe. Je vais en revenir. Les membres. Gouressi, docteur Gouressi, merci de me rappeler. Docteur Gouressi Condé qui gère l'ONASUR, c'est l'Observatoire national de supervision du scrutin référendaire. C'était comme ça, ONASUR. Aujourd'hui, qui risque de revenir parce que ce qui est dit dans les propos de Dame Diena Boutouré, présidé par un représentant de l'ONASUR qui est déjà désigné. Elle l'a mentionné. Les membres, on a un représentant du ministère de l'économie et des finances, un représentant du ministère de l'administration du territoire et de la DGE et des partis politiques ayant déclaré leur intention de présenter un candidat. Donc là également, il y a un enjeu majeur. Dans la deuxième commission, on parle de la commission de réception et de validation des parrainages qui est dirigée par un président. Le président est un juge de la Cour suprême qui viendra forcément de la Cour suprême. Les membres, on a chef du greffe de la Cour suprême, 2 représentants de la DGE, 2 cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et un cadre de l'institution et de l'Institut national des statistiques INS qui existe également en Guinée. Et bon, elle a déjà rappelé que si ces commissions ayant reçu toutes les désignations requises commenceront leurs travaux dès ce samedi. Samedi, c'est demain. Oui, je crois que la DGE est dans le délai. Jour J-70 et raison pour laquelle elle a organisé hier une conférence de presse pour éclairer la lanterne des Guinéens sur le processus. Une fois encore, je crois que les 2 institutions vont essayer de travailler. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Peut-être que s'il y a un problème, c'est un peu l'interprétation sur eux, même si vous voulez, l'institution qui doit piloter les élections. Parce que quand vous écoutez certains acteurs sociopolitiques, ils vous disent que non, le code électoral dit que c'est une nouvelle institution indépendante. Sauf que le code électoral n'est toujours pas rendu public. Le code électoral n'est pas encore publié, mais je crois que s'ils le disent, peut-être c'est en connaissance de cause, ça veut peut-être dire que normalement, la DGE devait piloter le référendum, ce qui a été fait avec plus de oui, avec je crois près de 90%, donc du oui. Et maintenant, est-ce que l'autorité centrale devait prendre un décret, ne serait-ce que pour transformer donc la DGE en institution indépendante, je ne le sais pas, puisque le code électoral qui parle de ça n'est pas encore publié, mais il y a une divergence entre les acteurs sociopolitiques. Certains pensent que oui, la DGE est à même, puisqu'elle a déjà piloté le référendum, donc elle peut aussi dérouler l'ensemble du processus lié à la prochaine présidentielle. Mais une fois encore, je pense que quand il y a des divergences, avant même les élections, c'est qu'après tout, on va assister... Il faut lever l'équivoque. Voilà. C'est maintenant là qu'il faut lever l'équivoque. Est-ce que c'est la DGE qui, selon la loi, au regard de la loi, et selon les interprétations, est-ce que c'est la DGE est dans son rôle de mettre en place, si vous voulez, les 2 institutions qui existent et que ces institutions-là puissent mener, si vous voulez, toutes les actions. Parce que rien ne sert. On va commencer la campagne quand le code électoral est publié et qu'on trouve le contraire. Je pense que ça risque de mettre tout à l'eau. Une fois encore, nous devons respecter le cadre législatif, c'est-à-dire le cadre légal, donc pour aller à ces élections. Tout ça, c'est pour éviter des problèmes. Parce qu'en Afrique, quand on parle d'élections, on parle de paix. Raison pour laquelle il faut mettre en avant notamment la transparence, la crédibilité et l'application du cadre législatif. Donc nous demandons au CNT, à la DGE, au gouvernement, en tout cas à tous les acteurs, de publier le code électoral. Parce qu'il y a Dr Faya Milmounou qui a notamment fait une déclaration allant dans le sens de récuser, si vous voulez, la DGE. Parce que selon lui, il faut une nouvelle institution. Une nouvelle institution où il y aura 2 structures. Une structure technique qui va s'occuper de l'orientation et une autre structure qui va s'occuper de mener, d'organiser les élections.
selon lui, c'est ce que la loi dit. Mais si c'est ça, c'est pas ce que la dame vient d'expliquer. Donc il faut lever, c'est le bon moment de lever l'équivoque pour que tous les acteurs soient au même niveau d'information avant d'aller à ces élections-là. Et au niveau de la candidature indépendante également, c'est normal. Il faut qu'il y ait véritablement un contrôle. Il ne faut pas donner la chance aussi à tout le monde. Parce que celui qui vient, c'est un chef d'État. Voilà, c'est lui qui viendra pour les destinées de notre pays. Et il aura du pain sur la planche parce que quitter une transition démocratique, une transition militaire, la Guinée a toujours évolué entre les deux systèmes politiques. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit mettre tout cela doit être derrière nous. Il faut aller désormais sur la base notamment des institutions qui ont été proposées dans la Constitution, les mettre en place. Une fois encore, comme le CNT le dit, il y a quand même des garde-fous, plusieurs garde-fous qui sont là pour empêcher notamment qu'il y ait, si vous voulez, un changement constitutionnel. Voilà, une autre transition, mais une fois encore, ça dépend des hommes. Il faut avoir des institutions fortes, mais il faut aussi avoir des hommes, des valeurs, des hommes qui défendent des valeurs. Parce que la Guinée n'a pas encore eu la chance d'avoir un chef d'État, un ancien chef d'État. L'ancien chef d'État qui existe, M. Alpha Condé, a été déposé le 5 septembre. On veut avoir un chef d'État qui volontairement a accepté d'organiser les élections et de servir d'exemple. Ce qu'on n'a pas eu encore dans l'histoire politique de la Guinée. Et je crois qu'à travers cette nouvelle constitution, le code électoral, les cadres qui viennent prendre part au processus électoral, ils doivent servir d'exemple désormais pour la nouvelle génération. Qu'on nous cite aussi un exemple en disant que il y a un ancien chef d'État en Guinée qui existe, qui fait tel, on n'en a pas encore. Donc, je crois que cette fois, c'est la bonne valide. L'élite guinéenne a véritablement trahi le peuple de Guinée sur ce plan-là. Oui, Fatou qu'il va y avoir un changement à ce niveau. En ce qui concerne la mise en place de ces commissions par la direction des élections, moi je crois que c'est important. Et ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'il faudrait qu'il y ait quand même des personnes ou des entités au sein de ces commissions, qu'ils soient neutres quand même, qu'ils puissent rendre compte de la situation, voilà, de façon très honnête et tout. Donc, et le code électoral, moi je crois peut-être qu'on est dans le temps. On a le temps encore pour que le code électoral soit publié afin qu'on sache comment et dans quelles conditions l'élection présidentielle va se dérouler. Très important, hein. Vous l'avez compris, en tout cas c'est la fin, nous sommes à la fin de cette émission. La radio c'est l'heure, on ne peut malheureusement pas dépasser cette deadline. Vous l'avez suivi, hein, un débat très houleux, hein, contradictoire de fois, mais c'est ça aussi le scanner, c'est un débat constructif et nous vous aidons à comprendre mieux l'actualité guinéenne et pourquoi pas internationale. Merci Fally Guilavogui d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Merci Fatou Kébé. Merci Abdallah, merci à nos auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie, pourquoi pas avec d'autres acteurs de la vie nationale. D'ici là, prenez soin de vous et restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. À très vite.